Salut, je suis super heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Autrement. Et une fois n'est pas à coutume, on va parler porno pour se faire plaisir, mais aussi parce que c'est important de parler porno. On va voir pourquoi avec nos différents invités, dont des membres du collectif CLAP. Bonjour, merci d'être avec nous, Nova et Aimé. Alors, on peut aussi vous appeler par vos noms de performeuses porn. C'est Vacuum Sucker pour vous, Aimé. Et Nova Love pour vous, Nova, c'est important d'avoir des noms pour particuliers ou pour les moments où vous faites du porn. Ouais, c'est surtout fun en fait de se créer cette sorte d'avatar porn, d'avoir un personnage, une extension de soi en fait qui réalise plein de choses que un peu On va voir des extraits de vos films tout à l'heure et c'est ça que je trouve intéressant, c'est mêler le côté fun à un certain militantisme aussi, des messages qui passent dans les films et en tout cas dans le film qu'on va présenter qui s'appelle Gamete. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette émission parce que vous aurez de la chance de le voir en avant-première. On continue le tour de table avec Ethel, bonsoir, et Miguel. Vous êtes tous les deux organisateuristes du Porn Film Festival qui revient pour la 3e édition cette année à Bruxelles. Miguel, vous êtes l'un des fondateurs de ce festival. On en avait parlé il y a 2 ans lorsque vous avez créé la première édition. Ça continue, ça veut dire que ça marche, ça veut dire que vous tournez comme vous le souhaitez. Oui, grave. En fait, les gens, la pornographie, c'est le genre le plus produit et consumé au monde. Et du coup, les gens veulent vraiment accéder à d'autres types de représentations qu'on est habitué par les tubes et dans les images médiatiques hégémoniques. Et du coup, on voit vraiment une réponse très forte de Bruxelles et de la Belgique en général. Et oui, on a une 3e édition que va cartonner, j'espère. Ethel, c'est vrai qu'il y a autour de ce festival, enfin dans la programmation de ce festival, plein de films étrangers, mais aussi des focus sur les productions de chez nous. Et en fait, il y a des productions pornographiques à Bruxelles. Parfois, les gens ne le savent même pas. C'est vrai, c'est vrai. Et pourtant, il y en a, et c'est hyper cool d'aujourd'hui pouvoir discuter avec vous qui faites partie du collectif du CLAP. Il y en a d'autres qui existent, et chaque On peut les année... citer, hein. Il y a le Porn Process qui était venu dans l'émission. Il y en a d'autres auxquels vous pensez qui sont importants de citer. Ouais, il y a le Born James Bond qui fait des super films aussi. Il y a le Ruby Collectif. dont on a... Miguel, vous faites partie aussi d'un collectif. Le Ruby Collectif. Voilà, de porno alternatif. Et on va expliquer un peu pourquoi on dit le mot alternatif. D'ailleurs, vous considérez comme producteuriste de porno alternatif au CLAP collectif? Ouais. On appelle nous ça plutôt du porno queer. Parce qu'on essaye vraiment de s'éloigner des standards du porno mainstream et de faire de créer nos propres images, quoi, et de représenter nos corps, nos sexualités. On va les voir à l'écran, vos corps, vos sexualités, lors de cet ancien film qui s'appelle Clap, que vous avez déjà présenté au festival l'an dernier, si je ne me trompe pas. Comment ça avait été reçu? ça avait été une grande trop chouette pour nous parce que c'était vraiment la première chose qu'on faisait en tant que collectif, la première chose sur laquelle on arrivait à se mettre ensemble, quelque chose qui pouvait être montré en dehors de chez nous, et voilà. Et on avait eu des très chouettes retours sur un premier essai. Voilà, du coup. Ouais, on voit des images derrière. C'était quoi globalement ce film, ce premier film, si vous pouvez le pitcher en 1 seconde? À la base, ça devait pas être un film présenté dans un public assez large. À la base, c'était juste un exercice qu'on avait fait en sortie de résidence. C'était la première fois où vraiment on se connectait dans les corps et en les filmant, quoi. Et voilà, donc c'est Estef Medusa qui avait lancé cette idée et qui, en regardant les rushs, s'est dit vas-y, on va peut-être essayer Il y a quelque chose à sortir. Ouais, il y a peut-être quelque chose à en sortir. Ouais.
c'est important quand on fait des résidences entre personnes queer, par exemple, où vous questionnez les sexualités, où vous questionnez la manière de les filmer aussi. Après, que ce soit montré à des publics, c'est quoi? Est-ce que vous pensez avoir un rôle à jouer là-dedans, niveau sociétal? Oui, à fond. En fait, ce qu'on réalisait, c'est qu'au début, on avait commencé en se disant, voilà, on veut faire du porno par et pour nous. Et en fait, qu'au fur et à mesure, on a aussi évolué là-dessus en se disant en fait, on a envie de le rendre plus large que ça. On n'a pas envie que ce soit juste les membres de notre communauté qui aient accès, mais que ça puisse être visible par plein d'autres gens qui sont même pas forcément des personnes queer, mais qui peuvent se dire, ah bah tiens, en fait, il existe plein d'autres choses, et pour moi aussi, même si on vit pas les mêmes choses. Plein de représentations, et c'est ça l'idée, parce que le porno, on sait que c'est très fort consulté, on regarde énormément de porno, mais finalement, est-ce qu'on voit une diversité de corps, est-ce qu'on voit une diversité de sexualité? C'était pour ça aussi que vous vouliez faire ce festival, pour montrer qu'il y avait d'autres choses finalement que ce qu'on retrouve sur les gros sites, on va dire. Oui, tout à fait. En fait, comme j'avais dit avant, la pornographie, c'est le genre le plus produit et consommé au monde. C'est-à-dire que si on imagine, on peut trouver. Et du coup, la diversité des productions pornographiques, elle est vraiment énorme, si vaste que l'expression de la sexualité et du désir humain. Et du coup, c'est pour ça qu'on parle dans le milieu en pornographie au pluriel, parce qu'il n'y a pas un monolithique de qu'est-ce que c'est la pornographie. Et en fait, il a une variété énorme de récits, de représentations, mais qu'il faut savoir le chercher, parce qu'on est trop habitué avec le système des tubes qui vont nous donner que des algorithmes, que des mots-clés plus hégémoniques et recherchés dans la société. Mais en fait, c'est ça que les festivals de films porno, leur place, en fait, c'est de pouvoir se sortir de cette manière de consommation qu'on est habitué depuis l'arrivée des tubes et de donner cette opportunité de découvrir d'autres types de représentations de sexe et des désirs qu'on va pas chercher exactement à partir des tags spécifiques de notre sexualité. C'est pour ça que dans le festival, on ne mélange pas les séances par des thématiques sexuelles, mais par des thématiques narratives, comme un festival de films étant que tel, un festival pas porno. Du coup, on a des séances vroom vroom, c'est une séance avec des films avec les voitures. On a Dirty Thoughts, qui c'est que des personnes qui imaginent, quand ils sont en train de se masturber, qui imaginent des choses. Du coup, on veut traiter les films étant que films et parler du récit. Les thématiques et pas les sexualités. Exactement, parce qu'on veut que les gens soient surpris aussi des fois, parce que des fois, tu n'imagines même pas qu'il y a quelque chose qui te plaît et que tu vas voir et tu vas découvrir, ça va changer ta vie. Parce que c'est ça, en fait, le centre d'un festival de films, et surtout un festival de films pornographiques. On est en train de bouger les corps de l'audience et les faire changer, que ce soit mouillé, bandé, ou avoir l'excitation, ou le dégoût, ou l'admiration, plein de choses. Mais ce sont des images si puissantes qui peuvent vraiment changer direct le corps, le monde. Et du coup, on est là pour essayer de le faire ça, quoi. Et puis témoigner aussi de ces changements, de ces corps, de ces sexualités. Il y aura un focus pendant le festival sur le fait qu'en fait toutes ces productions servent à archiver des vies humaines qui sont bien présentes autour de nous. Est-elle, c'est ça aussi l'idée? Bah oui, de manière générale, je pense que c'est ce qui se fait d'édition en édition. Il y a un truc énorme qui se fait, et cette année il va y avoir un talk aussi sur ça. Je sais où justement on va parler de toutes ces archives qui existent, en fait, parce qu'en fait c'est pas juste maintenant, nous aujourd'hui, le festival il existe depuis 3 ans. C'est fou en fait que ça existe que depuis 3 ans, parce qu'en fait ça existe depuis toujours. Ces corps-là ils ont été beaucoup cachés. Là je suis tellement heureuse que ça puisse exister beaucoup plus largement. Et même moi, là, cette année, je fais partie de la programmation. Les autres années, je faisais plus partie de la coordination du festival. Et moi, en programmation, cette année, j'ai découvert tellement d'univers, de façons de raconter des choses. Même quand on s'y connaît un peu, quand on est dans le milieu, on peut encore être surprise. Et c'est ça qui est génial, évidemment, avec des productions qui seront montrées. Revenons sur l'idée d'archiver des vécus. On va parler de votre deuxième film, je ne sais pas l'ordre en fait, mais du film qui sera présenté ici lors de la prochaine édition, Gamètes. On va voir des images aussi de ce film que j'ai eu la chance de découvrir et qui est vraiment à la fois touchant, surprenant et hyper concret. En fait, ça se passe dans un hôpital, en fait, dans un lieu médical. Ouais.
Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Qu'est-ce que vous avez envie d'en dire? Eh ben oui, en plus ça colle tout à fait avec ce qu'on disait sur l'archivage parce que en fait les gamètes ils racontent une étape donc de ma transition puisque avant de pouvoir commencer la transition hormonale par oestrogène, on m'a proposé de conserver mon sperme, mes gamètes à l'hôpital. Au cas où un jour vous auriez envie de progéniture. Exactement, ouais. Au cas où un jour j'ai envie d'une progéniture. Et en fait, les délais d'attente étaient assez longs. Donc j'avais mes flacons d'œstrogène et pas possibilité de les commencer avant ces rendez-vous. Et avec le collectif. Du coup, on s'est chauffé en fait et on s'est dit qu'on n'allait pas la laisser toute seule dans cette épreuve d'aller dans une petite salle faire récolter le sperme. Voilà. Et donc on allait l'accompagner à l'hôpital pour essayer de l'aider à avoir de la matière à s'exciter un petit peu quoi. Et ouais. On regarde un court extrait, okay. Regardez ce que ça donne. Allô? Oui, coucou. Ça y est, on a un rendez-vous le 16 à 10h. Ça va être trop bien. Trop bien. Ça va être trop cool. Tu as le potentiel pour Alors, comment c'est? Ça va, vous êtes bien? On est bien installé. Ouais. Trop bien. Voilà, extrait de Gamètes pour la première fois diffusé en télé, je crois. Merci de nous partager cet extrait. Donc, le film sera visible lors du Porn Film Festival, premier week-end de mai. Donc, on a parlé un peu du pourquoi, du comment, et puis comment vous avez décidé de mêler cette histoire à du porn, où on voit des images derrière vous, où après on se retrouve dans un monde plus imaginaire peut-être, où il y a rapport sexuel. Comment ça s'est créé cette idée? Bon, déjà on pornifie tout dans nos vies hein. Voilà. N'importe quelle situation on se dit on peut faire un porn avec. Ouais, tout à fait, ouais. Et c'est un peu ça qu'on découvre et c'est ça l'aspect chouette quoi, c'est qu'on se dit en fait c'est un moment peut-être pas forcément agréable et finalement on le tourne dans un truc de complicité, de caché un peu parce que vous êtes caché dans une toilette de ce qu'on imagine être un hôpital. Donc il y a cet aspect-là aussi il faut aller vite mais il faut y aller bien. Ouais. Pour le tournage aussi, ça a dû être quelque chose. Ah, c'était quelque chose, ouais. Oui, ça a demandé un peu d'organisation et puis et puis un peu d'audace parce que en fait tout le monde pouvait rentrer dans les toilettes pendant que ce qui est arrivé d'ailleurs. Ce qui est arrivé, ouais. Moi j'étais tranquille enfermé dans ma chambre donc c'est pas moi qui ai eu à gérer ce stress là, mais effectivement ça a demandé un petit peu de préparation et oui en fait c'est chouette aussi d'amener un peu un coup de projecteur sur une étape de la transition qui est assez méconnue et puis qui a un peu qui aurait peut-être un peu une image un peu froide et médicalisée. Mais c'est ça que je voulais dire. Ouais. On arrive vraiment à sortir de ça. Ouais. Et parce que vous mettez des lumières aussi pour tamiser un petit peu les lumières qui peuvent être stressantes dans un hôpital, dans l'hôpital des toilettes. Et finalement, c'est ça qu'on disait, c'est qu'on raconte des vécus. C'est des étapes importantes pour de nombreuses personnes trans. Et ces vécus, être racontés de manière pornographique aussi, ça permet de sexualiser aussi sa transidentité, vous diriez. Comment vous vous êtes dit, vous pornifiez tout dans vos vies, ça a l'air d'être vos points forts, mais en quoi ça peut être intéressant pour le public?
J'en doute pas, hein, mais qu'est-ce que... Je pense que effectivement d'apporter juste une nouvelle façon de le voir, comme ce que vous disiez, de ne pas être un moment où on doit être forcément seul et isolé et une étape de quelque chose qui est difficile, mais quelque chose qui peut être chouette à partager. Et en fait, nous aussi, la façon dont on utilise nos sexualités et en fait dans la façon dont on utilise le porn, c'est une certaine forme de s'approprier, de se réapproprier des choses de la façon dont on a appris nos sexualités, où on les a subies, où on les a jouées d'une façon qui n'était pas les nôtres. Et en fait, de les mettre en pornographie, c'est aussi une façon de décider qu'est-ce qui va se passer. On choisit, avant qu'on fasse la scène plus sexuelle, on discute, qu'est-ce que tu as envie de quoi aujourd'hui? Ah, moi j'aimerais bien ça, j'aimerais bien voir ça, qu'est-ce que l'image elle va faire, qu'est-ce que ça va produire. On pense aussi à quel type de pratique. On a des vécus, on vient d'endroits différents du spectre queer, donc aussi quelle pratique évoque, va toucher quelle communauté et comment on arrive à les mélanger, c'est ça aussi qui est la sexualité de groupe aussi, le fait d'être plusieurs personnes, ça on retrouve souvent dans les collectifs, que la sexualité sorte évidemment d'un projet monogame. Ça fait partie aussi de ce qu'on peut découvrir dans le festival et dans les collectifs qui produisent du porno alternatif en général. Ouais, et puis je trouve que c'est intéressant ce que tu amènes, Aimé, aussi de tout ce dispositif, et qu'en fait c'est des films, mais c'est comme autant le festival, je trouve qu'il y a tout un autour qui propose aussi, qui fait des propositions différentes et qui propose un autre cadre. Et c'est tout ça qui peut exister aussi dans ce porno. Et je trouve que, et je trouve que c'est aussi toute une approche intéressante aussi de la façon dont on le fait, la façon dont on le pense, dans la façon dont on est ensemble, en fait. Et dont on fait une proposition et on se pose des questions et on réfléchit ensemble. Et il y a beaucoup de collectifs qui fonctionnent comme ça, où il y a des façons de travailler qui sont assez propres, mais d'être passé sur des tournages de films, même avec le Ruby et tout, c'est une façon de travailler qui est aussi différente et qui fait aussi une autre proposition au-delà d'un résultat filmique. On a souvent l'image hyper cliché des tournages de porn qui vont être dirigés par probablement des hommes très directifs qui vont dire comment faire, ou ça se passe pas forcément bien. Est-ce que ça existe? Est-ce que ça n'existe plus dans l'alternatif? Vous voulez vraiment renverser la tendance, j'imagine. Il y a vraiment cette idée de fonctionner complètement autrement. Et vous me disiez que vous étiez un collectif très horizontal. Ça se passe souvent comme ça dans les collectifs qui produisent du porn aussi. Miguel? Ouais, en fait, quand on parle de pornographie alternative, on va parler de ces petits parapluies qui vont englober différents types de nomenclatures pour parler de production pornographique, en fait, qui vont vouloir parler des thématiques pas hégémoniques de la société. Du coup, c'est des productions qui vont avoir un angle féministe, antiraciste, antimisogyne, queer, qui vont vouloir justement casser les codes hégémoniques qu'on est habitué à voir des systèmes de pouvoir qui sont mis dans l'image, dans la pornographie mainstream et dans le cinéma en général et dans la société en général. Du coup, c'est une manière aussi de recréer le cinéma ou créer le cinéma dans un cri d'existence, en fait. Les performeuses choisissent de remettre la caméra vers ses propres corps pour créer une existence oubliée dans la média mainstream, et aussi pour dire ouais, on existe, on a le droit de montrer nos sexualités comme on veut, de la manière qu'on veut, et ça c'est aussi autant valable que le reste. Et les faire, ça permet donc d'archiver, de savoir que ça a été vécu à un moment donné. Il y a un autre point important dont je voulais parler avec vous, on arrive à la fin de cette émission, mais c'est sur les travailleuses de ces médias porn, sur les nouvelles manières de faire du porno aussi, quand on est un porn sex worker, travailler avec les plateformes aujourd'hui, travailler avec des grosses productions avant, est-ce qu'on peut se rémunérer quand on fait du porno alternatif comme vous? C'est des questions qu'on va poser, mais avant ça, on va la poser à Marianne Char,
Chargois, que j'ai rencontrée au Salon de l'érotisme, qui co-organise le festival avec vous, qui est travailleuse du sexe, qui est travailleuse chez Utsopi, l'union qui défend les travailleuses du sexe. Regardez ce qu'elle a à dire. On part à la rencontre des travailleuses du sexe au Salon de l'érotisme. On s'est dit que c'était important d'y être pour pouvoir aller à la rencontre de travailleuses du sexe qu'on ne touche pas forcément, qui sont celles qui travaillent plutôt dans le domaine du show porno érotique et sur des tournages, parce qu'il y a aussi des performeuses porno qui sont présentes. Et donc évidemment, toutes les questions d'accès aux droits, de comment se déclarer, de comment vérifier aussi ses contrats de travail, ne pas se faire abuser aussi par des employeurs, des producteurs peu scrupuleux, etc. On est habitué à l'industrie du porno, peut-être telle qu'elle était il y a 10 ans, 20 ans, avec quelques grands groupes, avec des tournages, etc. Sauf que depuis quelques années, en fait, tout le travail sur plateforme ou la sexcam, en fait, sont devenus des usages massifs pour le travail du sexe. À la fois, il y a une forme de réappropriation des outils de production, puisque les travailleuses du sexe du coup créent elles-mêmes les films porno qu'elles diffusent, qu'elles vendent. Donc il y a quelque chose qui est assez enthousiasmant dans cette récupération comme ça des outils, de ne pas être dépendant de patrons, de patronnes. Il y a d'autres problématiques qui se posent, par exemple du vol de contenu. On a toutes les questions de cyberharcèlement aussi, de doxing, de menaces comme ça, de chantage au outing, à la révélation en fait, des données, de l'identité. Donc ça demande en fait, de travailler à de nouvelles réponses pour protéger les travailleurs et les travailleuses dans ce nouveau secteur, qui est aussi très solitaire, qui est aussi soumis beaucoup au burn-out, à l'isolement, parce que on doit produire en fait sans cesse du contenu de façon quasiment ininterrompue, tout en étant souvent seul chez soi. Et donc du coup, il y a une espèce de décalage permanent entre une espèce de survisibilité et un isolement en fait chez soi à produire les contenus. Les travailleurs du sexe de plateforme évidemment font écho aussi à ce qui se généralise de plus en plus, qui est le travail de plateforme tout court en fait. Et donc comment on pense les droits des travailleurs de plateforme. Voilà, donc c'est toute une série de questions en fait qui passent par le porno dans notre festival, mais en fait qui concernent la société de façon générale. Voilà, Marianne Chargois, donc vous pourrez retrouver lors du Porn Film Festival. Alors je posais plein de questions avant de la lancer, il nous reste très peu de temps pour y répondre, mais est-ce que vous arrivez à vous rémunérer avec le travail que vous faites, Nova, le travail pornographique que vous faites? Pour l'instant, on ne peut pas dire qu'on se rémunère à titre personnel. On commence à gagner un peu d'argent avec la diffusion des films. Mais c'est de l'argent en fait pour se rembourser les frais de production ou réinvestir dans d'autres films ou du matériel ou payer des gens qui travaillent avec nous, des choses comme ça quoi. Ouais. Aimé? Oui, on fait vraiment pas beaucoup de sous. On a eu quelques rentrées par rapport à d'autres choses aussi qu'on fait, puisqu'on commence à diversifier un peu. On fait pas que des films maintenant, on fait aussi des performances. Il y a eu un workshop donné, donc c'est plus sur, en fait, finalement, ça a été plus sur les événements que réellement sur ce que rapportent les vues sur le film, quoi. D'accord. Encore une question pour vous qui organisez. On entend cette question des travailleurs de plateforme, travailleuses de plateforme. Il y aura un focus là-dessus. On l'a dit, on a vu des extraits d'un film, d'un documentaire qui sera présenté, Télétravail du sexe, où globalement ce que dit Marianne, c'est ça, c'est être confronté à de nouveaux enjeux, parfois positifs et parfois plus négatifs. Il y en a auxquels vous pensez, auxquels il faut faire attention si on a envie de se lancer sur cette plateforme, si jamais nos téléspectatrices le font ou se lancent, à quoi on doit faire attention quand on fait du travail de sexe de plateforme? Je pense que c'est plein de questions. Déjà, il faut savoir que dans le travail du sexe, la pornographie est un peu plus en évidence parce que ce sont les images des travailleuses du sexe qui restent sous le réseau et que du coup, cette question de l'anonymat est très importante parce que les actrices porno très souvent n'ont pas le droit à l'anonymat. Du coup, il y a beaucoup de outing, comme Marianne avait dit. C'est des questions qu'il faut savoir avant de se lancer, mais après, il y a une production d'images tellement grande en ligne que les choses aussi, c'est noir dans cette quantité de contenu. Mais il faut...
Non, mais je voulais juste dire que justement, va y avoir un focus là-dessus pendant le festival. Il y a un talk et puis cette année, il y a genre 10 workshops par rapport à l'année passée où il y en avait très peu. Cette année, il y en a énormément et justement, il y a un workshop sur ça en fait. Le festival sera aussi vivant, on ne va pas voir que des films, il y aura des interactions, c'est vraiment la fin de cette émission. Un mot pour dire que justement il y a des activités, il y aura aussi une grande soirée qui sera organisée, la Porny Night, si je ne me trompe pas, c'est bien le nom. Le samedi 4 le mai. samedi 4 mai, pour prendre des places, pour se renseigner sur la programmation, ça se passe sur votre site internet, brusselspornfilmfestival.be. Le club collectif, quel jour on vous retrouve pour ne pas rater ce film gamète fantastique? Alors, le 2 pour la soirée d'ouverture, et puis le vendredi et le dimanche. Voilà, et c'est donc la sélection belge. Vous pourriez gagner un prix. Peut-être, qui sait, ça reste un festival, donc il y a un jury aussi qui est là, jury composé de gens qui viennent du cinéma et de gens qui viennent vraiment du travail du porno. Oui, tout à fait. Notre idée avec la compétition, c'est justement de souligner des productions qui ont pousser un peu les limites, qu'est-ce qu'on considère la pornographie. Et dans notre jury, on a l'intention d'avoir toujours une personnalité du porno alternative, des programmatrices des autres festivals pornographiques en Europe et aussi une personnalité du cinéma belge hors porno, pour justement ouvrir les portes entre le cinéma dit traditionnel et le cinéma pornographique, parce que oui, le pornographie est du cinéma et doit être considéré de cinéma et qu'il doit avoir les mêmes droits que les autres travailleurs du cinéma l'ont, et que ce n'est pas le cas maintenant. Ce sera le mot de la fin, on a déjà dépassé, il y a encore plein de trucs à dire, donc le meilleur truc c'est d'aller au festival pour s'y rendre, et puis le voir en ligne c'est aussi possible avec rappelez-moi le nom, le Pink Label. Le Pink Label, donc c'est une autre possibilité, renseignez-vous en ligne, merci de nous avoir suivis, je vous retrouve très bientôt pour un prochain numéro d'Autrement.